J'aime beaucoup le travail d'Alexandre Roger parce que il a été au cœur de ce système industriel, puisque l'Institut français du pétrole, en quelque sorte, est vraiment l'institution par excellence qui pense le développement industriel. Et il a vu aussi les questions devenir de plus en plus importantes sur ces sujets. Et c'est assez très intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Alors à toi, Alexandre. Merci Michel. Tu as pu. Oui. Voilà. Bon, bien donc, je vais revenir sur les grands défis planétaires auxquels nous sommes confrontés, parce qu'il est clair que parmi les facteurs clés de succès pour l'avenir, il y a figure le fait de bien comprendre ces défis et pouvoir s'adapter à ces défis. Alors, donc, Michel en a déjà parlé, je crois qu'il faut que je sois rapide compte tenu du fait que nous avons déjà pris du retard. Je vais vous parler des défis, de la transition engagée et je vais évoquer la façon de s'adapter à ces défis. On va voir qu'il y a en fait deux voies qui ne sont pas opposées, qui sont complémentaires, mais qui peuvent être aussi plus ou moins bien adaptées en fonction de l'évolution que nous allons connaître, la voie de l'innovation, les changements, notamment les changements technologiques, et puis la voie du développement durable et la voie de la résilience. Encore une fois, je n'oppose pas les deux, mais je vais vous montrer comment on peut envisager les évolutions. Donc en ce qui concerne les défis, Michel en a parlé, donc on voit bien qu'il y a quatre grands défis actuellement sur la planète. Le problème de la démographie, le problème de la pauvreté extrême dans un certain nombre de pays du monde. D'ailleurs, tous ces défis sont liés entre eux. On voit que d'abord les problèmes, la démographie croît beaucoup dans les pays les plus pauvres, ce qui n'est pas sans poser des problèmes. On a un défi lié à l'environnement et au réchauffement climatique, et puis on a un défi de ressources. Et tous ces défis sont étroitement liés entre eux. Enfin, je ne vais pas avoir le temps de beaucoup développer, mais nous pourrons aussi en discuter cet après-midi. Et bien sûr, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos réactions et d'en discuter avec vous. Bon, le défi de la démographie, Michel en a parlé. On pense que la démographie pourrait ralentir dans sa progression et se stabiliser un peu au-dessus de 9 milliards d'habitants. Enfin, 9 milliards d'habitants, on les prévoit déjà pour 2050. Et au-delà, il y a tout de même des incertitudes en ce qui concerne l'évolution future. Mais il est clair que c'est quand même le premier facteur qui va conditionner l'avenir, parce que on se rend bien compte que la croissance exponentielle de la population ne peut pas durer indéfiniment si on veut que la planète puisse fournir suffisamment de ressources pour que chacun puisse vivre dans des conditions satisfaisantes. Parce qu'évidemment, si une grande partie de la population demeure misérable, ben peut-être que ça peut fonctionner, mais ce n'est pas satisfaisant. Il faut aller vers une convergence des niveaux de vie. Donc ce diagramme, je pense, illustre bien le problème. On voit l'évolution de la démographie et on voit aussi deux indicateurs qui me paraissent intéressants. La consommation d'énergie. Alors la consommation d'énergie, vous voyez qu'elle augmente rapidement. Elle va pratiquement doubler d'ici 2030 pour deux raisons. La première, c'est la démographie, l'augmentation de la population mondiale. La deuxième, c'est l'augmentation de la consommation d'énergie, ici exprimée en tonnes d'équivalent pétrole par habitant, donc en fonction du temps, du fait d'amélioration du niveau de vie. Et autre indication intéressante, c'est l'augmentation du nombre de véhicules automobiles. Vous voyez, on est maintenant là, le chiffre 660 millions, c'était 2000, maintenant on est pratiquement 1 milliard de véhicules, et puis d'ici 2030, on sera pratiquement à 2 milliards de véhicules dans le monde. Donc une progression extrêmement rapide. On se rend bien compte que si on continue de cette façon-là, ce ne sera pas supportable pour la planète. Et alors ceci d'autant plus que face à cette progression de la demande, on voit que les ressources sont finies et qu'elles sont plafonnées.
d'abord la production de pétrole. Donc là, c'est un diagramme qui a été établi par nos collègues de Total. Donc ce ne sont pas des gens qui sont contre le pétrole, mais il fait apparaître un plafonnement de la production pétrolière à un niveau proche du niveau de consommation actuel. Donc on se rend bien compte que si on est confronté à cette situation avec une demande qui croît constamment, il va y avoir un problème important. Alors ce problème, on le retrouve, je dirais, concernant d'autres biens essentiels, d'abord l'eau. Donc voilà un diagramme qui montre d'une part la progression de la consommation d'eau douce pour des besoins sanitaires, en mètres cubes par habitant et par an. Donc on voit qu'elle progresse 95 à 2025, on prévoit un triplement. Mais à côté de ça, les réserves d'eau douce par habitant en mètres cubes, elles sont au contraire divisées par 3 entre 95 et 2025. Donc il y a un croisement on voit bien qu'on va arriver à des problèmes qui vont être de plus en plus difficiles à régler et on voit que l'eau, comme l'énergie, risque de poser un nombre croissant de conflits dans le monde. Problème également en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Bon, je ne vais pas développer, mais ce qu'on voit grosso modo, c'est que la superficie de terre arable, elle est à peu près stable dans le monde. La production de céréales, de cultures alimentaires, on ne la voit pas grimper de manière importante. La seule manière de l'intensifier, de la pousser, ça serait de dépenser encore plus d'énergie, encore plus d'eau, et on voit qu'on va être limité de ce côté-là. Donc on peut prévoir une production alimentaire stable. À côté de ça, les besoins augmentent, en particulier du fait d'une augmentation très importante de la consommation mondiale de viande, notamment dans les pays émergents. Voilà, le réchauffement climatique, Michel en a parlé, et je crois que ce qui est très préoccupant, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'est pas du tout dans la voie d'un règlement du problème. Vous savez que pour arriver à limiter l'élévation de la température moyenne à 2 degrés, ce qui est considéré comme la limite à ne pas dépasser pour ne pas avoir de catastrophe écologique, il faudrait d'ici 2050 diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Bon, les derniers éléments de prévision là, qui ont été présentés à Rio + 20, c'est au contraire un doublement des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc on est actuellement en train d'évoluer exactement à l'opposé de ce qui faudrait, et donc c'est préoccupant. Je ne vais pas revenir sur les conséquences. Si ça vous intéresse, nous pourrons en discuter un peu plus tard, notamment cet après-midi. Donc il faudrait engager une transition globale dans tous ces domaines de démographie, d'alimentation, de l'eau, de l'énergie et des matières premières. Alors, bon, est-ce qu'on va être capable d'engager tous ces changements, donc transition démographique, transition vers une société de création de communication qui arriverait à stabiliser sa consommation de ressources avec une transition énergétique et une transition vers une économie circulaire, un recyclage généralisé. Là, de ce côté-là, ce serait mieux. Oui. D'accord? Bon, mais ce n'est pas absolument évident. En fait, vous voyez, si on... Hop, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oui, si on regarde comment les situations pourraient évoluer... Alors... Non, c'est pas ça. Je n'ai pas l'animation. Bon, ça fait apparemment qu'il y a un problème d'animation, on va la laisser comme ça. Donc si on regarde la façon dont la situation pourrait évoluer, en fait, moi c'est le fond en rouge. Donc, bon, en ordonnée, j'ai mis état du système, et ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter le PNB, la consommation de ressources en fonction du temps, de la population. On voit que si on continue à progresser comme ça en termes de croissance, avec une croissance permanente comme l'évoquait Michel, eh bien, à un certain moment, et qui risque d'être assez proche maintenant, on va sortir du domaine de viabilité.
la viabilité, c'est une notion qui a été approfondie par un mathématicien, Jean-Pierre Aubin, la récente. On va sortir du domaine de viabilité et, à ce moment-là, il risque de se produire un effondrement. Donc, si on veut éviter un tel effondrement, comment peut-on réagir? Et on peut réagir de deux façons. Une première façon, c'est d'envisager une mutation du système. Innover, envisager vraiment des changements radicaux qui nous permettraient d'avoir un système qui, lui, est vraiment durable sur le long terme. La deuxième possibilité, eh c'est qu'on n'y arrive pas au niveau planétaire. C'est que finalement, les bonnes décisions ne soient pas prises. Je dirais que pour le moment, on continue sur cette trajectoire. Et à ce moment-là, eh bien, on va arriver, on ne pourra pas éviter la crise, et notamment la crise écologique. Et ce qu'il faut viser, eh bien, c'est améliorer la résilience du système, donc avec des voies qui se situent dans la perspective du développement durable, mais qui nous permettent de résister aux chocs auxquels nous risquons d'être confrontés. Bon, donc, première voie de l'innovation, je ne vais pas développer parce que je pense qu'on va y revenir. C'est clair qu'une première façon de réagir, c'est d'imaginer de nouveaux systèmes, de nouvelles technologies qui vont nous permettre de nous adapter à tous ces défis. Bon, je crains que la voie de la technologie ne suffise pas si on ne définit pas par ailleurs un cadre adéquat pour répondre à tous les enjeux que j'ai évoqués. Et donc, on risque de se retrouver dans une situation eh bien, difficile. Et pour y faire face, eh bien, il faudra se placer dans une perspective de développement durable. Et je dirais même aller au-delà du développement durable. Parce qu'on ne pourra pas se contenter de réagir à la marge. Il faudra aller plus loin et il faudra aussi trouver des solutions pour réagir vis-à-vis de chocs qui vont devenir de plus en plus inévitables. Que ce soit dans le domaine climatique, que ce soit dans le domaine des ressources. Dans tous ces domaines, on va avoir des problèmes. Donc les voies du développement durable, bon, je ne vais pas développer, je pense que ce sont des notions que vous connaissez bien. On pourra en discuter cet après-midi. Donc c'est réduire la consommation de ressources épuisables, consommer moins, consommer mieux, recycler, c'est augmenter la part de renouvelables, mais ça pose aussi des problèmes dont nous pourrons discuter, ne pas rejeter de polluants. Alors tout ceci, ce sont des contraintes, en même temps ce sont des opportunités, et on voit bien qu'actuellement nous sommes face à une révolution des technologies vertes, des technologies propres, des clean tech. Le développement durable, bon, c'est aussi penser local, penser global, avec une approche globale et transversale, une réponse à des besoins essentiels que j'ai déjà évoqués dans les domaines de l'alimentation, de la santé, de l'eau, de l'énergie, et puis c'est aussi se placer dans une perspective d'avenir, se projeter dans l'avenir, parce que je crois qu'un des principaux problèmes actuels, c'est un manque de vision d'avenir, c'est le court-termisme dans lequel nous nous situons, et donc il faut absolument essayer de concilier rentabilité à court terme avec le développement à moyen et long terme. Donc, si on veut arriver à un fonctionnement durable de notre système économique, eh bien, il faut essayer d'aller vers une symbiose avec l'environnement, préserver les ressources naturelles donc, par recyclage, intégration, utilisation de bioressources, assurer une fourniture durable d'énergie. Bon, je passe assez rapidement sur tous ces points, parce que sinon ça risque de me prendre trop de temps, mais on pourrait y revenir si vous avez des questions. Donc, préserver les matières premières, mais c'est se rapprocher de ce qui se passe dans la biosphère. Dans la biosphère, vous savez que tout est recyclé. Quand les organismes vivants consomment les aliments et rejettent des déchets, tout ce qu'ils rejettent est recyclé.
Et en fait, tout ce système de recyclage est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un apport d'énergie par l'énergie solaire. Et donc c'est ce qu'il faut arriver à reproduire. On peut aller, en ce qui concerne les matières premières, vers un recyclage de plus en plus poussé des matières premières. Ceci étant, ce recyclage, on ne pourra l'assurer en disposant d'énergie. L'énergie, elle n'est pas recyclable, elle se dégrade, et donc on ne pourra arriver à fonctionner de façon durable qu'en disposant d'énergie. Bon, alors le recyclage, vous savez qu'il est déjà largement pratiqué. Vous avez ici un diagramme qui montre que eh bien, les niveaux de recyclage qui sont atteints sont déjà très significatifs dans énormément de secteurs. Il est clair que c'est une voie très, très importante pour préserver les matières premières et pour limiter la pollution. On peut aussi aller vers une intégration de l'ensemble des flux d'énergie et de matières premières. Et là, vous avez un exemple de ce qui se pratique sur le site de Kalundborg au Danemark, où vous avez une intégration entre tout un ensemble de petites industries, ou même de grandes industries, puisqu'il y a une raffinerie, une centrale, et également la ville de Kalundborg, avec des échanges de matière et d'énergie entre ces différentes entités, ce qui fait que, grâce à cette intégration thermique, grâce à cette intégration énergétique et cette intégration des matériaux qui circulent, eh bien, on peut minimiser la consommation d'énergie et de matières premières. Bon, assurer une fourniture durable d'énergie, bon, c'est avant tout réduire la consommation d'énergie. C'est vraiment la première des priorités. Par plus grande sobriété, d'abord, en réduisant la demande, mais aussi par une meilleure efficacité énergétique. Et donc là, il va falloir recourir à un ensemble de solutions innovantes. C'est assurer la transition vers des sources d'énergie durables, et c'est aussi s'organiser autrement, promouvoir de nouveaux modes de vie et de services, aller vers plus de résilience, changer les modes de fonctionnement de notre système. Donc sur ce diagramme, j'ai présenté quelques ruptures technologiques dans le domaine des énergies renouvelables. Alors, dans ce diagramme, vous voyez, nous avons d'un côté la maturité technologique et d'un autre côté le potentiel d'application. Donc, une technologie qui a un potentiel d'application très grand et qui est mature, c'est une technologie qui est commerciale. Donc, c'est le cas, par exemple, des capteurs thermiques plans, un domaine solaire pour la production d'eau chaude. Ils correspondent à un besoin significatif et c'est une technologie qui est parfaitement mature. Donc là, on est dans le domaine commercial. Ensuite, il y a des technologies qui ont un potentiel d'application, mais qui restent limitées. Par exemple, le cas des hydroliennes, des hydroliennes verticales. Donc là, on se situe dans un domaine qui reste quand même marginal. Là où il y a vraiment rupture et un potentiel très important, c'est lorsque le potentiel d'application est important et que la maturité technologique est encore faible, laissant anticiper des progrès importants. Par exemple, dans ce domaine, on trouve les capteurs photovoltaïques en couche mince, capteurs multijonction, on trouve de nouvelles solutions de stockage d'énergie, et ce sont ces domaines-là qui, en termes d'innovation et de potentiel d'application, sont les plus prometteurs pour l'avenir. Et puis donc, toutes ces transformations, ce développement durable et cette amélioration de la résilience, il faut le développer au niveau de nos modes de vie, de la ville, de l'habitat. On voit bien que quand on parle de réduire la consommation d'énergie, eh bien, c'est un changement dans la conception des modes de vie qu'il faut introduire. Il faut agir au niveau de l'urbanisme, il faut agir au niveau de la mobilité pour
arriver à transformer la façon dont l'énergie est utilisée. Et donc la question qui se pose est de savoir vers quel type de ville on va aller demain. Est-ce qu'on va aller vers une ville intelligente et écologique, une ville qui serait interactive, connectée, avec une réalité augmentée, une ville qui pourrait être créative, reliée et solidaire? Donc ça, c'est ce qu'il faut essayer de bâtir. Ceci étant, il faut aussi bien se rendre compte que nous sommes confrontés à des défis qui sont importants et que dans de nombreuses régions du monde, on n'arrivera pas forcément à bâtir cette cité idéale. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir si on va vraiment aller vers la ville résiliente de demain ou si on risque de se retrouver avec des métropoles violentes et inexorables. Le modèle pour demain, ce n'est pas forcément Copenhague. Il faut savoir, il faut analyser les différents scénarios. Le scénario le plus optimiste n'est pas forcément celui qui va se réaliser. Voilà. Donc, c'est vraiment un survol rapide des grands défis auxquels nous sommes confrontés, des réponses que nous pouvons essayer d'apporter en termes d'innovation et de développement durable. Donc, les points qui me paraissent essentiels, c'est que d'abord, nous avons besoin d'une vision d'avenir. Actuellement, le gros problème, me semble-t-il, c'est le court terme, c'est le fait qu'il manque une vision d'avenir qui puisse mobiliser les efforts. Il est nécessaire d'engager une transition globale pour répondre à l'ensemble des défis actuels. Et donc, cette transition est d'un niveau tel qu'il faut s'attendre à des ruptures. Ces ruptures, elles pourront être positives, sous forme d'innovation technologique, mais elles pourraient être aussi négatives, sous forme de crise, ce qui fait qu'à ce moment-là, il va falloir s'adapter à ces crises en développant des solutions qui améliorent la résilience de la ville de demain et de notre cadre de vie. Merci.